l'actualité, Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre, l'État ivoirien se veut désormais implacable devant toute personne qui se rendrait coupable de la fabrication de faux billets ou de fausses pièces de monnaie. La création d'emplois était également à l'ordre du jour. Nous sommes à J-18 des élections législatives ivoiriennes. Le Front populaire ivoirien FPI forme ses 187 candidats. Ils sont informés du processus électoral en cours et de l'attitude à tenir aux différentes étapes. Ils sont 80 ces jeunes Ivoiriens qui vivent aux États-Unis dans l'Arkansas pour leurs études universitaires. Il s'agit en majorité de jeunes filles. Elles vivent en communauté mais sont très bien intégrées sur leur campus et produisent d'excellents résultats. Ouverture à Sikasso au Mali du procès d'Amadou Aya Sanogo, l'ancien chef de la junte qui a renversé le président Amadou Toumani Touré en 2012. Et 17 co-accusés sont poursuivis dans l'affaire des bérets rouges. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres du jour. Un projet de loi portant répression du faux monnayage et des falsifications des signes monétaires a été adopté. L'État ivoirien entend désormais être intraitable face à ces fléaux. Et en outre, le Conseil a pris des décisions favorisant la création d'emplois et le renouvellement du parc automobile ivoirien. Chiram Kofi Abola. La création d'emplois, préoccupation qui ne laisse jamais le gouvernement indifférent. Par conséquent, des mesures à son actif pour lui permettre de satisfaire ses besoins sans cesse croissants sont prises chaque fois que l'occasion se présente. Au cours du Conseil des ministres ce mercredi, il a encore été décidé d'attribuer des permis de recherche minière à des sociétés, ce qui va certainement contribuer à la création de plusieurs emplois, au moins une cinquantaine. La mesure concerne les départements de Guitry, Didievi, Tiebissou, Mbayakro, Dabakala et Odjéné. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Santamin Côte d'Ivoire SARL dans le département d'Odjéné. Le deuxième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans le département de Dabakala et de Mbayakro. Le troisième porte attribution d'un permis de recherche minière toujours à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Tiebissou et de Didievi. Et le quatrième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Miminvest SA dans le département de Guitry. Ces permis de recherche sont délivrés pour une période de 4 ans. Ici, il y a 59 emplois qui sont créés pour 3,4 milliards de francs CFA, à peu près d'investissement. Une autre bonne nouvelle, celle relative au renouvellement du parc automobile ivoirien avec plus de 50 000 véhicules neufs sur les 5 ans à venir. Un décret porte, lui, ratification de l'accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA conclu entre la Banque d'export-import de l'Inde, Exim Bank Inde, et notre pays, le 1er août 2016, en vue du financement du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. Ce projet est une réponse partielle à la situation actuelle de vieillissement du parc de véhicules en Côte d'Ivoire. Ce financement permettra de couvrir environ 16% du besoin de renouvellement du parc automobile ivoirien, en permettant la mise en circulation sur 5 ans d'environ 50 000 véhicules neufs. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'aller contre le faux monnayage et d'autres atteintes aux signes monétaires. Le projet de loi fixe les incriminations et les sanctions applicables, réprime entre autres la fabrication des pièces de monnaie et billets de banque réalisés à l'aide d'installations ou de matériel autorisé, destiné à cette fin lorsque cette fabrication est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires ou sans l'accord de celles-ci, donc de ces institutions. Ce projet de loi prévoit également l'obligation pour toute personne ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, y compris les banques et établissements financiers, ainsi que les systèmes financiers décentralisés, de les remettre à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
Le gouvernement entend ainsi apporter des réponses appropriées à certains agissements qui peuvent troubler fortement l'équilibre économique et monétaire de la Côte d'Ivoire en particulier et de la sous-région ouest africaine plus généralement. Le mois de novembre touchant à sa fin, le prochain Conseil des ministres aura lieu dans le mois qui suit, c'est-à-dire le 7 décembre. Cap sur les législatives, ce soir nous parlons de la formation des candidats du FPI et des organisations féminines qui lèvent des fonds pour soutenir leurs candidates. Le Front populaire ivoirien FPI prépare ses candidats au scrutin du 18 décembre prochain. Ils sont 187 à être formés sur les questions liées au processus électoral déjà en cours. Ibrahim Tunkara et Herman Guivé. Le Front populaire ivoirien forme ses candidats pour les législatives prochaines. Comment préparer, organiser et conduire une campagne électorale? Comment gérer un contentieux électoral? Autant de questions au centre du séminaire organisé ce mercredi par la direction du parti. Un séminaire qui vise à renforcer les capacités des candidats en lice pour le scrutin du 18 décembre. Le 18 décembre, nous allons aux élections législatives. Il est important que nous apportons une formation adéquate à tous nos candidats. Des moyens intellectuels, des moyens moraux et bien sûr tous les accompagnements nécessaires en vue de leur élection. Une formation qui vient à point nommé. Pour les participants à ce séminaire, il y avait un vide en matière de connaissances sur les questions électorales et cette rencontre vient combler ce vide. Notre parti a décidé de nous former pour toutes les étapes des élections qui vont se passer et c'est une très très bonne chose parce que moi c'est la première fois que je suis candidate et donc il faudrait vraiment être aguerri pour ne pas se laisser surprendre. Les élections, c'est tout un environnement qu'il faut maîtriser. Donc nous sommes en train de réfléchir, prendre connaissance de tous les textes qui régissent les élections et donc être outillés sur le terrain pour affronter toutes les adversités. Après avoir boycotté le référendum sur le projet de nouvelle constitution, le FPI renoue donc avec le jeu électoral. L'Assemblée nationale nous semble une plateforme importante où nous devons être présents pour pouvoir défendre nos idées, pour pouvoir voter des lois pertinentes et pour porter la parole de la population que nous allons représenter. 187 candidats défendront les couleurs du Front populaire ivoirien pour ces législatives, rappelant qu'en 2011, le parti n'avait pas pris part aux législatives. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes mobilise des ressources en faveur des femmes candidates. Il est principalement question de corriger la sous-représentation de ces femmes dans les instances de décision, dont l'Assemblée nationale. Sidonie Davila. C'est une idée simple, mais il fallait y penser. Faire une mobilisation pour lever des fonds, un peu comme on le ferait pour le SIDAction ou le Téléthon, le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, se propose de récolter des dons pour aider toutes les femmes candidates aux législatives. Nous avons pensé qu'il fallait concevoir un pagne qui va être vendu et dont les revenus vont nous aider à soutenir les femmes. On a vu que la voie des pagnes, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Donc on a pensé qu'il fallait concevoir des tickets. Ce sont des carnets, il y a des carnets de 1 000 francs, 2 000, 5 000 et 10 000. À l'occasion du lancement de la campagne de mobilisation de fonds pour soutenir les femmes, le groupement lance son premier appel. À nos autorités, aux différents ministres, aux différentes institutions, aux entreprises privées, aux différentes missions diplomatiques, aux organisations qui sont représentées dans notre pays. Nous viendrons vers elles pour qu'elles nous soutiennent dans notre mission. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire soutiennent ce projet spécifique aux femmes. Quel noble objectif quand nous connaissons la situation des femmes dans les sphères électives et nominatives. Nous, ministère, ne pouvons ne pas être présents pour soutenir le GOF. Ne sommes pas partie prenante comme il se doit à part égale dans nos sociétés.
Donc c'est la raison pour laquelle ces initiatives qui sont qualifiées de discrimination positive sont adoptées pour leur permettre d'occuper la place qu'il a leur. Cette phase de collecte de fonds débutée va se poursuivre jusqu'en 2020. Mais dans sa stratégie, le groupement a prévu faire des plaidoyers et des formations pour les candidates. Les bénéficiaires, les femmes candidates, ont à l'évidence adhéré au projet de levée de fonds dont l'objectif est de leur donner des moyens, notamment pour ces législatives prévues le 18 décembre prochain et celles à venir. Les femmes représentent 12% des candidats en lice pour la prochaine Assemblée nationale. Procès Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, ne s'est pas présentée devant la cour ce matin. Un huissier de justice a été commis pour lui faire une sommation. Madame Simone Gbagbo était présente hier, mais les débats n'ont pas eu lieu. La défense avait alors suspendu sa participation, estimant que la procédure n'est pas respectée. L'école ivoirienne de bijouterie et de métiers annexes inaugure son nouveau matériel de pointe. Le Premier ministre a officiellement ouvert l'atelier moderne de fabrication de médailles de décoration. Ce matériel, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, contribue à faire de l'école ivoirienne de bijouterie et de métiers annexes un établissement d'excellence. Un bond qualitatif pour l'école ivoirienne de bijouterie et de métiers annexes d'Abidjan, désormais dotée de matériel de pointe. Le Premier ministre Daniel Kablan-Tinkan a inauguré l'atelier abritant le matériel de plus de 1 milliard de francs CFA. Pour la tutelle de l'établissement, cette dotation répond à la volonté du gouvernement de disposer d'un réseau d'établissements d'enseignement technique et professionnel moderne. Je voudrais m'adresser maintenant au personnel de l'IEBMA avec cette acquisition. Je vous souhaite de nourrir de grandes ambitions pour répondre aux attentes du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui veut que nos établissements soient le lieu où l'on donne un apprentissage de qualité qui répond aux exigences du marché de l'emploi. L'AIBEMA, un label désormais avec ses solides formations et son matériel de fabrication de médailles de décoration d'objets divers de dernière génération, le Premier ministre y croit. C'est pour ça que nous sommes venus visiter et c'est pour ça que la grande chancelière est marraine de la cérémonie. Il y a beaucoup donc de médailles au niveau des différents ordres. Il est essentiel en fait que nous puissions faire sur place, disons que ces différentes médailles. Et je pense que la machine Gamma là, que nous avons vue tout à l'heure a montré la capacité, avec les différents logiciels là, qui sont donc programmés, de sortir, disons que ces médailles. Depuis 44 ans maintenant, l'école forme au métier de la bijouterie et des métiers annexes. Avec l'acquisition des matériels de pointe, s'ouvre une ère nouvelle. Plus d'1 milliard dans cette machine. Ça a l'effet de pouvoir augmenter la production de l'AIBEMA, d'augmenter les ressources propres de l'AIBEMA pour s'auto-équiper. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes accueille actuellement une quarantaine de stagiaires. Le diplôme délivré est le CAP. À la rentrée scolaire prochaine, l'école va délivrer le BT, le brevet de technicien. Direction l'Arkansas, dans le sud des États-Unis. Des jeunes Ivoiriens ont choisi de s'y établir pour leurs études universitaires. Ils sont 80, dont une soixantaine de jeunes filles, tous avec d'excellents résultats. Leur vie loin de la Côte d'Ivoire, leurs conditions d'études, leurs activités sur le campus. Michel Digré a fait une incursion dans le quotidien de ces jeunes Ivoiriens de l'Arkansas. Université de Central Arkansas, nous sommes dans le sud des États-Unis. Environ 12 000 étudiants de différentes nationalités sont inscrits dans cette université. Parmi eux, 80 étudiants ivoiriens. Je fais un master en finance et en MIS, Management Information System. J'aime beaucoup l'école parce qu'il nous aide vraiment à bien comprendre et l'administration est vraiment un grand soutien pour nous. Ici, ces étudiants peuvent compter sur un encadrement efficient du personnel administratif. Comme nous avons besoin de academic advising, c'est-à-dire de conseils par rapport à nos cours, par rapport à nos choix de filières, de carrière, ils sont vraiment là pour nous. Et souvent aussi par rapport à nos moyennes, voir les matières dans lesquelles nous excellons, ils nous aident
à faire ces choix-là et puis avoir de bons médias pour être vraiment pointu sur le marché du travail. Parmi les étudiants ivoiriens de Central Arkansas, l'on dénombre une 60aine de filles qui excellent dans leurs filières respectives. Ce sont de bons étudiants qui s'impliquent dans les différents projets et ça nous permet d'avancer. Pour avoir une idée des performances des étudiants ivoiriens de l'Université de Central Arkansas, nous rencontrons Jane Anne, vice-présidente du département des étudiants internationaux. Les étudiants ivoiriens sont spéciaux, ils s'intègrent assez facilement, ils sont très intelligents et motivent les autres. C'est sûr qu'ils seront de futurs leaders. Dans les locaux du bâtiment administratif, nous retrouvons Doriane. C'est une transfuge de l'Université internationale de Grand Bassam, comme la majorité des étudiants ivoiriens de Central Arkansas. Depuis 2013, elle nourrissait déjà l'idée de poursuivre ses études aux États-Unis. Aller étudier aux États-Unis représente pour moi beaucoup plus d'opportunités, pouvoir transférer dans des universités plus renommées. Pour Doriane, le rêve américain se réalise avec une bonne intégration grâce à ses dévanciers. C'était pas très difficile parce qu'il y avait déjà un bon nombre d'Ivoiriens ici, donc l'intégration a été quand même facile. Ils ont été mon repère ici, ils m'ont montré un peu comment ça se passe, quel prof fait quoi et tout. Les femmes ici aux États-Unis ont une place très importante à tous les niveaux de décision. Et ce sont vraiment de bons exemples pour nos jeunes filles. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème réel à m'intégrer en tant que femme, en tant que leader sur mon campus ici aux États-Unis. Et j'encourage toutes les jeunes filles, j'encourage aussi les parents, c'est un endroit sécurisé, les campus sont sécurisés, il n'y a pas vraiment de problème majeur. Fin des cours à 17h, Wendy regagne son véhicule pour une vingtaine de minutes de trajet. Wendy habite en colocation avec d'autres étudiantes ivoiriennes dans un appartement à Little Rock. Nous avons la possibilité de spécifier les personnes avec qui on veut être dans l'appartement. Donc on a décidé d'être ensemble d'abord parce qu'on se connaît d'abord de façon culturelle. Plus qu'avec les Américains, c'est pas franche, c'est pas aisé. Quand il faut préparer par exemple le beurre les gènes, or quand on est entre nous Ivoiriens, ça passe. Loin de la Côte d'Ivoire, la musique et les plats ivoiriens sont pour elle le moyen de garder le lien avec le pays. On décide ce qu'on va manger ensemble et tout, on fait le marché, on essaie de préparer le mieux qu'on peut, les plats du pays et tout. Comme le pays nous manque assez, donc voilà quoi. Elle prépare très bien, ça donne un air d'être au pays. Elle arrive à faire le marché comme au pays, il n'y a pas de problème là. Ce soir, des responsables de l'Université internationale de Grand Bassam en mission aux États-Unis sont conviés au dîner. Nous nous avons donné comme objectif de former les étudiants jusqu'à ce qu'ils travaillent. Ils commencent effectivement à Bassam, mais quand ils viennent aux États-Unis, nous les suivons encore aux États-Unis pour voir comment ils se comportent et comment est-ce que leurs études marchent quand ils sont aux États-Unis. Parlant des filles, il faut dire que depuis Grand Bassam, les statistiques ont montré que les filles sont un peu plus en avance par rapport aux garçons. Et aux États-Unis, effectivement, chaque année, chaque semestre, au moment où les étudiants reçoivent leur diplôme, il y a un nombre un peu plus élevé de filles que de garçons. À cette veille de week-end, la soirée se terminera tard dans la nuit au rythme de la musique ivoirienne avec des pas de danse qui attestent que ces étudiants ivoiriens d'Arkansas gardent bien les pieds dans la tradition, même si la tête reste concentrée sur les études. Les statistiques, des données sur lesquelles un État peut s'appuyer pour un développement économique harmonieux. Mais en Afrique, elles ne sont pas vraiment harmonisées et toujours fiables. Une tendance que la 10e réunion conjointe sur le renforcement des statistiques veut s'appliquer à inverser. Perpétue Pan et Malika Koulibaly. Le comité des directeurs généraux des instituts nationaux des statistiques et la 5e commission statistique pour l'Afrique sont les piliers dans les systèmes statistiques africains. Ils s'unissent à travers la 10e réunion des statisticiens d'Afrique pour rattraper le retard de notre continent en matière de statistiques.
Il s'agit de promouvoir les statistiques et de relever le défi d'une statistique fiable des pays africains. La production statistique est très difficile et cela demande un certain nombre de ressources. Donc il y aura des résolutions sur les ressources, il y aura aussi des résolutions sur l'harmonisation des statistiques en Afrique. La statistique est un élément de la souveraineté nationale. Donc il est extrêmement important que l'Afrique elle-même produise ses propres données statistiques. C'est dans cette dynamique que l'Union africaine a fait adopter une charte panafricaine des statistiques qui a été aujourd'hui ratifiée par beaucoup de pays. L'Afrique a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la qualité et la quantité de la statistique. Mais il faut remédier à certaines difficultés. Les statistiques économiques n'en sont qu'au premier stade de leur développement dans plusieurs pays africains. Le manque de coordination parmi les parties prenantes, l'insuffisance de ressources allouées aux travaux statistiques et le manque de main-d'œuvre qualifiée sont quelques-uns des défis que doit relever la statistique africaine. Les participants à cette 10e réunion mettront tout en œuvre pour des statistiques fiables afin de permettre aux décideurs de disposer d'un tableau de bord pour piloter l'économie africaine. Des décideurs comme les opérateurs économiques du monde entier qui s'appuient sur les statistiques pour leurs activités, tout comme ces hommes d'affaires canadiens et français qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils ont rencontré des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ils s'intéressent aux possibilités de développement des TIC dans le pays. Francis Boifo. Les technologies de l'information et de la communication TIC en Côte d'Ivoire, c'est 60% de couverture réseau mobile, moins de 10 millions d'abonnements à Internet haut débit, 7000 km de fibres optiques en construction et 20 milliards de francs CFA de transactions journalières issues du mobile money avec 25 millions d'abonnements au mobile. D'énormes opportunités d'investissement présentées par le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie aux opérateurs économiques canadiens et français intéressés par le secteur. C'est la nouvelle économie et c'est un facteur de croissance extrêmement important qu'il ne faut pas, absolument pas, rater aujourd'hui le point de décollage. C'est ce que nous essayons de promouvoir, nous, au niveau de la Chambre de commerce. C'est pour ça que nous recevons cette délégation et nous offrons l'opportunité de rencontrer directement des opérateurs économiques. On peut mettre de la fibre optique, on peut mettre de l'argent. Si les gens n'ont pas envie de travailler ensemble, il ne se passera rien. Donc notre premier objectif, c'est de nous connaître, de nous apprécier et de créer les conditions pour travailler ensemble. Travailler ensemble à la vulgarisation des TIC, au développement des secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'éducation. Il est prévu la création de 150 000 emplois dans ce secteur les années à venir, selon le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné. Demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'éradiquer le virus d'ici à 2050, conformément à la volonté de l'OMS. Une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida existe depuis 2014. Elle a été récemment expliquée aux organisations qui luttent contre la pandémie. Malika Koulibaly. Article 19. L'État assure à toute personne le droit d'accéder à l'éducation et à l'information sur les VIH et les IST. Cet article tiré de ce livret fait partie de la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Une loi qui date de juillet 2014 et qui est vulgarisée ici par des juristes. Sa mise à disposition apparaît pour les organisations de lutte contre cette pandémie comme un véritable soulagement. Les gens, bien même que sensibilisés sur les modes de transmission du VIH, ne respectent pas les mesures de prévention. Et même s'ils le savent, de manière voulue, ils transmettent la maladie à toute personne, à tout venant. Et aujourd'hui, avec la divulgation, on sait au moins qui fait cette action et qu'est-ce qui est fait pour ces personnes-là au niveau pénal. Dans cette loi, personne n'a été oublié, pas même les jeunes. À 16 ans, dit la loi, ils peuvent en toute liberté demander à connaître leur statut sérologique. C'est un plus, parce que quand vous voyez les statistiques en Côte d'Ivoire, la tranche d'âge des adolescents de 15 à 21 ans sont les plus infectés.
Et donc, c'est important qu'à ce stade, on connaisse notre statut pour qu'on puisse être mieux suivi ou bien connaître son statut pour ne pas être infecté. Droit, mais aussi répression. Et à ce propos, la loi est claire sur le sort de ceux qui perturbent la lutte contre le sida. Les faux guérisseurs, par exemple. Ces personnes-là mettent la vie d'autrui en danger. Et si elles n'arrêtent pas, elles font, le jour où quelqu'un portera plainte contre elles, il ne faut pas se dire que non, je ne savais pas qu'il y avait une loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Cette conférence, initiée par Alliance Côte d'Ivoire, met fin à la célébration de ces 10 années d'existence. Comment améliorer la gestion financière des caisses de prévoyance sociale? Depuis ce matin, les responsables financiers de ces structures de l'espace francophone réfléchissent à la question. Ils viennent de 11 pays d'Afrique et disposent de 5 jours pour trouver des réponses concrètes. Grâce Kando. Les structures de prévoyance sociale des pays de l'espace francophone sont souvent confrontées à d'énormes difficultés, notamment la non-répartition équitable des charges communes et les défaillances au niveau du système de gestion. Pour aider les responsables financiers des caisses de prévoyance sociale à mieux gérer leurs ressources financières, une rencontre de 5 jours sur la mise en place d'une comptabilité analytique se tient à Grand Bassam. C'est une initiative de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES et de l'IPS SEGRAE. La mise en œuvre de la comptabilité analytique constitue un véritable outil de contrôle budgétaire. Toute chose qui devrait nous amener à renforcer nos stratégies, guidées par l'efficience, avec une maximisation de nos ressources et une minimisation de nos dépenses. La CIPRES a perçu la nécessité d'organiser cette rencontre en vue de soumettre un document intitulé « Mise en place de la comptabilité analytique aux responsables financiers et comptables des caisses de sécurité sociale réunies ici, en vue d'examiner et de valider le document. » Un moment d'échange salué par les responsables financiers des structures de prévoyance sociale. Nous ne savions pas exactement comment il fallait affecter les charges communes. Et ce séminaire tombe à point nommé parce qu'ils viennent trouver les solutions effectivement aux problèmes de toutes les caisses. En 23 ans d'existence, la CIPRES a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire en sa qualité de membre fondateur. Il s'agit d'un appui technique et d'une assistance de qualité à l'IPS SEGRAE et à l'IPS CNPS. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides instruit les élèves officiers et commissaires de l'École nationale de police. En première ligne, la protection internationale et la lutte contre l'apatridie. Abou Sanogo. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères renforce les capacités des élèves officiers et commissaires de l'École nationale de police sur la protection internationale, le rapatriement des réfugiés ivoiriens et la prévention contre les risques d'apatridie. Il est important que les partenaires privilégiés que sont les policiers, que ceux-là soient formés aux différents mécanismes. C'est pour cela que le Sahara a sollicité le ministère de l'Intérieur à l'effet que soit organisée une formation à l'endroit de 397 participants qui demain seront sur le terrain pour mettre en œuvre l'application de ces droits-là. Cet atelier bénéficie de l'appui du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Notre présence ici s'explique par ce partenariat fort que nous avons avec l'État ivoirien qui a donc ouvert ses portes à tous les réfugiés qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer cette politique de porte ouverte de la Côte d'Ivoire à l'endroit des réfugiés. Le gouvernement ivoirien est engagé depuis des années dans la lutte contre ce fléau. En témoigne la loi prorogeant les déclarations des naissances survenues depuis la crise post-électorale, la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, l'adoption en 2014 d'une loi relative à l'acquisition de la nationalité par déclaration. Au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo s'est ouvert ce 30 novembre. L'ancien chef de la junte qui avait pris le pouvoir en 2012 après avoir renversé le président Amadou Toumani Touré et 17 co-accusés sont poursuivis dans l'affaire des Bérets Rouges. Ces soldats fidèles à l'ex-chef de l'État avaient tenté un contre-coup d'État. Les corps d'une vingtaine d'entre eux ont été retrouvés dans un charnier.
Le parquet rwandais a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. Le pays accuse la France d'avoir participé aux massacres qui ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le procureur général du Rwanda demande aux autorités françaises de coopérer. Il souhaite entendre 20 personnalités françaises. Une décision de la justice rwandaise qui devrait de nouveau affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis pour terminer, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP veut réduire sa production globale à 32,5 millions de barils par jour. C'est l'information principale qui ressort d'une réunion décisive des pays membres. Merci de votre attention. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngorin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et très bonne fin de soirée à tous.